passer à la présentation suivante, qui est la présentation de Jean-Baptiste Fouvry, qui s'intitule Dynamique des étoiles au voisinage d'un trou noir supermassif. Donc Jean-Baptiste, tu es un jeune chercheur en astrophysique, recruté l'an dernier. Tu as effectué ta thèse à l'IAP sur l'évolution des systèmes astrophysiques autogravitants. Tes travaux t'ont valu déjà de très nombreuses récompenses, comme le prix Aguirre Basualdo de la chancellerie des universités de Paris, ou le prix de la thèse 2017, qui est décerné par la Société française d'astronomie et d'astrophysique. J'aurais dû apprendre par cœur. Trop de choses à dire sur toi. Tu as été postdoctorant à l'IAS à Princeton avec Scott Remen, et tu travailles actuellement à l'IAP dans l'équipe Grande Structure Univers Profond, où tu étudies en particulier l'évolution à long terme des systèmes astrophysiques autogravitants. Tu as développé un formalisme qui permet de caractériser la migration d'étoiles radiales, des étoiles dans les disques galactiques, ou encore la diffusion des étoiles orbitant autour d'un trou noir supermassif dans les centres galactiques. Et c'est justement ce dont tu vas nous parler ce soir. Oui, tout à fait. Est-ce que le son fonctionne? C'est bon? Le son Eh bien, c'est parti. Ok, très bien. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je suis très content d'être ici. Alors, dans le prolongement de la présentation de Clotilde, ce que je vais essayer de discuter, de présenter aujourd'hui, ça va se passer à des échelles beaucoup plus petites. Ça va se passer aux échelles du petit trou noir supermassif qu'a mentionné Clotilde. Et la question particulière qui va m'intéresser, c'est celle de savoir, est-ce qu'on peut comprendre comment les étoiles au voisinage de ces trous noirs extrêmement massifs vont évoluer? Si jamais vous sortez de chez vous le soir et que vous regardez le ciel, vous pourrez voir dans le ciel une grande bande blanche. Cette bande blanche, c'est la Voie lactée. Elle est constituée d'une centaine de milliards d'étoiles qu'on ne peut bien sûr pas distinguer individuellement à l'œil. Mais surtout, ce que vous pourrez remarquer en regardant cette bande, c'est qu'elle a un aspect tacheté. Elle est tachetée parce que la Voie lactée est constituée de très nombreux nuages de poussière interstellaire qui ont la mauvaise idée d'absorber la lumière qui arrive jusqu'à nos yeux. Et vous pourrez également remarquer que cette Voie lactée, je sais qu'elle a la forme d'un disque, et pourtant elle prend la forme d'une bande dans le ciel parce qu'on l'observe depuis la Terre, c'est-à-dire depuis l'intérieur de cette galaxie elle-même. Alors pour se faire une idée un peu plus précise du système que je vais essayer de décrire, j'ai pris cette fois-ci une autre image d'une galaxie, une galaxie spirale, qui ressemble beaucoup à la Voie lactée, mais qui n'est pas elle, et donc que je peux voir directement. Quand vous regardez cette image, il y a deux points auxquels je voudrais que vous fassiez attention. La première chose, c'est qu'il ne faut pas faire attention aux gros points lumineux qu'on voit apparaître par-ci, par-là. C'est simplement d'étoiles de la Voie lactée elle-même qui ont la mauvaise idée de se trouver sur le chemin entre nous et cette spirale. Et la deuxième chose, comme ça a déjà été dit, il faut rester extrêmement sceptique à l'égard des couleurs que vous pouvez voir dans cette image, parce que les astronomes ont la mauvaise idée d'être extrêmement inventifs dans la manière dont ces systèmes sont représentés. Donc si j'imagine que cette galaxie est la Voie lactée, le système qui va m'intéresser, pour ma part, c'est ce qui se passe vraiment au centre de la galaxie, c'est dans ce qu'on appelle le centre galactique. Donc le Soleil est dans la périphérie de la Voie lactée et à 30 milliards d'années-lumière en direction du centre se trouve ce qu'on appelle le centre galactique, se trouve un trou noir supermassif qui, pour la Voie lactée, s'appelle Sagittarius A étoile. Donc l'objectif de ma présentation, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui peut bien se passer dans ces régions vraiment centrales de la galaxie, c'est-à-dire dans ces régions autour du trou noir supermassif. Alors la première mauvaise nouvelle, c'est que c'est loin, c'est à 30 000 années-lumière. Donc si je veux espérer l'observer, il faut nécessairement que j'ai des télescopes qui me permettent de zoomer extraordinairement sur ces régions. Donc c'est ce qui va être illustré sur cette animation, où peu à peu, au fur et à mesure du temps, nous allons zoomer vers la région centrale de la galaxie d'un zoom de 10 millions de fois. Initialement, la lumière est observée dans le visible, puis lentement, nous allons transiter vers l'infrarouge, qui est moins obscurci par la poussière. Et puis à la toute fin, on va voir et observer la dynamique de quelques étoiles, une vingtaine d'étoiles, qui suivent sur une période d'une vingtaine d'années des trajectoires extrêmement rapides autour d'un trou noir supermassif. Et c'est exactement ce système-là qui m'intéresse. Donc il est illustré ici par cette vidéo, et je veux vraiment insister sur le fait que cette vidéo n'est pas une simulation numérique, cette vidéo n'est pas une vue d'artiste, cette vidéo est une vraie observation de ce qu'on voit à 30 000 années-lumière en direction du centre de la galaxie. Et vous pouvez me croire sur parole, parce que le chiffre que vous voyez diffusé, que vous voyez changer en haut, c'est l'année à laquelle a été faite cette observation. Et donc quand on regarde ce système qui a 30 000 années-lumière, dont la taille fait une fraction d'année-lumière, on peut observer une vingtaine d'étoiles qui orbitent très rapidement autour d'un objet extrêmement massif central
qui est illustré ici par cet objet blanc. C'est exactement ce système-là, ce centre galactique, qui est l'objet qui m'intéresse. Donc mon objectif, c'est de décrire quelle est la dynamique, quelle est l'évolution des étoiles qui orbitent un objet extrêmement massif au centre des galaxies. Alors j'ai déjà utilisé le mot dynamique, j'ai utilisé le mot relaxation, j'ai utilisé le mot diffusion, et donc il est essentiel que j'essaye de vous expliquer un peu ce que j'entends par ces concepts. Alors le mot diffusion, on sait très bien ce que ça veut dire. Si vous prenez un bac d'eau et que vous déposez une goutte d'encre dans l'eau, inévitablement l'encre va diffuser dans l'eau, et donc la couleur va se répandre dans votre bac d'eau. Eh bien l'idée, c'est que dans les centres galactiques, la même chose va se passer. Bien sûr, je vais remplacer l'encre par mes étoiles, et je vais remplacer le bac d'eau par mon centre galactique. Et donc, mon objectif, c'est d'être capable de faire le parallèle entre comment l'encre, comment la couleur diffuse dans l'eau, avec comment les étoiles diffusent dans un centre galactique. Bien sûr, il y a quelques différences essentielles qu'il faut nécessairement que je prenne en compte. Si je regarde une molécule d'encre dans un bac d'eau, la manière dont elle se propage, la manière dont elle avance dans le système, c'est par le biais de collisions. Les molécules se tapent les unes dans les autres, et puis, peu à peu, la couleur se propage. A l'inverse, dans une galaxie, il n'y a absolument extrêmement rarement des collisions entre étoiles. La manière dont elles discutent entre elles, c'est par le biais de l'interaction gravitationnelle, c'est-à-dire en se demandant l'une de l'autre quelle est la force que je ressens de toi, et s'il te plaît, dis-moi où je dois aller ensuite. C'est donc la différence entre d'un côté deux particules qui se tapent l'une dans l'autre, c'est une interaction locale, et de l'autre côté, pour des systèmes qui font plusieurs années-lumière, un système qui interagit par le biais d'une interaction à longue portée, l'interaction gravitationnelle. La deuxième différence entre de l'encre dans l'eau et des étoiles dans un centre galactique, c'est que si l'encre diffuse par le biais de collisions, la seule chose que j'ai besoin de faire, c'est de regarder ces interactions 2 à 2. Je suis une molécule d'eau, j'ai juste besoin de savoir quelle sera ma prochaine collision, et puis je vais de collision en collision lentement faire diffuser la couleur dans mon système. A l'inverse, une étoile, elle, ne diffuse pas par le biais d'interaction étoile à étoile. Si je suis une étoile dans un centre galactique, j'ai besoin de poser la question à absolument toutes les autres étoiles dans le système pour qu'elles me disent quelle est la force que je ressens et qu'elles me disent où je dois aller ensuite. Et c'est donc la différence entre un système qui est dominé par une interaction 2 à 2, des molécules se tapent l'une dans l'autre, et un système qui est dominé par une interaction qu'on dit collective, c'est-à-dire que toutes les étoiles contribuent à la gravitation dans le système, et donc toutes les étoiles participent à définir le mouvement de toutes les étoiles. Et la conséquence en est absolument drastique sur la manière dont mon système évolue. Si je regarde une goutte d'encre dans mon système, elle va suivre une marche aléatoire. À chaque fois qu'il y a une collision, à chaque fois qu'elle tape dans une autre particule, elle va changer de direction, et puis peu à peu, la couleur se répandra. A l'inverse, une étoile ne tape pas dans une autre étoile. Une étoile demande simplement quelle est la force dans le système. Et donc la conséquence en est qu'elle ne va pas suivre une marche aléatoire, mais simplement suivre une belle orbite définie par le potentiel gravitationnel dans le système. Malgré toutes ces différences, il reste tout de même très intéressant de faire le lien entre la diffusion de l'encre dans l'eau et la diffusion des étoiles dans les centres galactiques, et c'est ce que je vais essayer de décrire un peu plus en détail. Donc revenons à nouveau à cette vidéo qui, je répète, est absolument spectaculaire, c'est une vraie observation. C'est-à-dire à l'échelle d'une vie humaine, à l'échelle de 20 ans, on a pu voir cette étoile jaune ici, qui s'appelle S2, faire une orbite complète autour d'un objet extrêmement massif, Sagittarius A étoile, le trou noir supermassif au centre de la galaxie. Alors la question qui intéresse les astronomes dans ce régime, c'est d'être capable de contraindre la diète des trous noirs supermassifs. C'est-à-dire, on veut savoir à quel point il est facile pour une étoile donnée de tomber sur le trou noir, de l'alimenter, d'y faire tomber du gaz, ou à quel point il est possible pour le trou noir d'impacter la manière dont ces quelques étoiles évoluent. Si je veux continuer à décrire un peu plus en détail ce système, il faut que je vous donne quelques propriétés supplémentaires sur son comportement. Alors, la première chose que je dois dire, c'est que les centres galactiques, c'est-à-dire la région vraiment centrale de la galaxie autour du trou noir supermassif, sont les régions stellaires les plus denses de l'univers. Donc pour faire une analogie, dans une distance qu'on dit être 1 parsec, c'est-à-dire 3 années-lumière, c'est la distance typique entre le Soleil et son étoile la plus proche, Proxima, et bien dans le centre galactique, vous avez 4 millions d'étoiles. Donc sur cette distance entre le Soleil et son plus proche voisin, dans un centre galactique, on est capable de mettre 4 millions d'étoiles. Et non seulement on met 4 millions d'étoiles, mais en plus, au centre, on rajoute un élément extrêmement important, on rajoute un trou noir supermassif qui fait lui aussi des millions de masses solaires. Donc ce système est extrêmement peuplé, et on peut donc légitimement le comparer à un gaz d'étoiles. C'est-à-dire, vous avez une région toute petite, extrêmement peuplée d'étoiles qui orbitent, et donc la question, c'est de décrire et de comprendre comment cette population extrêmement dense d'étoiles
va évoluer autour du trou noir supermassif. Alors à cette étape-là, on peut se dire, c'est mal parti, j'ai un très grand nombre d'étoiles, je ne vais jamais pouvoir résoudre la manière dont mes étoiles évoluent. Mais en pratique, la dynamique est plus simple qu'on ne croit, parce que parmi tous les objets que j'ai dans le centre galactique, il y en a un qui est vraiment important, c'est le trou noir supermassif. En effet, dans son nom, il est supermassif, c'est lui qui contribue à définir toutes les orbites de mes étoiles. Et donc pour insister un peu plus sur son aspect supermassif, il faut se rappeler que Sagittarius A étoile fait 4 millions de fois la masse du Soleil. Et par comparaison, le Soleil fait seulement 300 000 fois la masse de la Terre. Donc c'est vraiment quelque chose qui domine absolument la dynamique du système. Et donc, il est intéressant de noter que de la même manière que la Terre va suivre une orbite simple autour du Soleil, eh bien, dans un centre galactique, les étoiles vont suivre des orbites simples autour du trou noir supermassif. Et c'est encore plus vrai dans un centre galactique parce que le trou noir est vraiment massif. C'est donc lui qui définit les orbites et c'est lui qui explique pourquoi, dans ce cluster S, dans cette observation, nous voyons des orbites keplériennes très simples. J'ai donc déjà fait l'analogie entre les systèmes planétaires, tels que le système solaire, et les centres galactiques. Et donc je pensais qu'il était important d'insister encore un peu plus sur les analogies qui existent entre ces systèmes. Donc si je regarde le système solaire, dans ce système, j'ai des objets qu'on dit des objets légers, par exemple les planètes. La Terre est un objet léger. Dans un centre galactique, l'objet léger, c'est l'étoile. C'est les millions d'étoiles que j'ai. Dans un système solaire, l'objet lourd que j'ai, l'objet que j'ai au centre, c'est le Soleil. Dans un centre galactique, l'objet lourd, c'est le trou noir. Donc à cette étape-là, les systèmes se ressemblent énormément, et donc on peut croire qu'on peut utiliser les mêmes outils. Ensuite, il commence à y avoir des différences. J'ai de l'ordre de 10 planètes autour du Soleil, j'ai de l'ordre du million d'étoiles autour du centre galactique. L'autre différence, c'est que je sais que les planètes ont des orbites qui sont grosso modo dans le même plan, qu'on appelle le plan de l'écliptique, donc mon système a une symétrie similaire à celle d'un disque. A l'inverse, comme illustré dans l'image de droite, les centres galactiques n'ont pas du tout une symétrie de disque, ils ont une symétrie sphérique, les orbites sont absolument dans toutes les directions. Enfin, la dernière différence, je sais qu'à un bon ordre d'approximation, l'orbite de la Terre autour du Soleil est grosso modo un cercle. Et je ne jette pas grand-chose en disant que c'est un cercle. Et ce n'est pas du tout vrai pour un centre galactique. Comme vous pouvez le voir sur les orbites de droite, ce ne sont pas des cercles, ce sont des ellipses extrêmement excentriques. Donc il y a des similitudes fortes entre la Terre autour du Soleil et les étoiles autour d'un trou noir supermassif, mais bien évidemment, il y a aussi des différences qu'il est important de regarder et de caractériser en détail. Donc continuons un petit peu à décrire plus en détail quelle est la dynamique des étoiles autour du trou noir supermassif. Encore une fois, je veux insister sur l'adjectif supermassif. Ce trou noir pèse lourd, il pèse 4 millions de fois la masse du Soleil, c'est vraiment lui qui construit mes orbites. Et je sais quel est le mouvement d'une étoile autour d'un objet extrêmement massif. Ce mouvement est illustré ici sur cette animation, c'est ce qu'on appelle une orbite keplérienne, c'est une ellipse, et c'est exactement la même orbite que la Terre suivrait autour du Soleil. Et donc, décrire la dynamique des étoiles dans un centre galactique, cela revient à décrire la dynamique des orbites keplériennes dans un centre galactique. Encore une fois, je vais répéter, le trou noir est supermassif, il domine tout, donc vos étoiles, si elles veulent savoir où elles doivent aller, n'ont juste qu'à demander au trou noir de lui imposer sa trajectoire. Cette trajectoire, on la connaît, c'est une ellipse keplérienne, donc si je veux décrire l'évolution de mon système sur le long terme, je dois décrire l'évolution sur le long terme de ces orbites keplériennes. Alors qu'est-ce que c'est une orbite keplérienne? En fait, c'est quelque chose que vous connaissez bien. Par exemple, l'orbite de la Terre autour du Soleil est une orbite keplérienne. Comment je décris une orbite keplérienne? J'ai besoin de quelques nombres. Le premier nombre que j'ai besoin, c'est de savoir, donc c'est illustré en haut à gauche, c'est de savoir quelle est la position de mon étoile le long de son orbite. Et donc, par exemple, pour la Terre, c'est simplement la date dans le calendrier. Tous les ans, la Terre a fait un tour, et donc cette position est seulement donnée par la date dans le calendrier. Ensuite, j'ai besoin de connaître la forme de mon orbite. Je peux changer ce qu'on appelle le demi-axe de l'orbite, la rendre plus grande ou plus petite, et je peux changer sa forme par le biais de l'excentricité, la rendre circulaire ou extrêmement excentrique, ressemblant presque à un bâton. Ensuite, pour sa forme dans l'espace, j'ai besoin d'un nombre additionnel qu'on appelle la phase de l'orbite ou la phase du péricentre, qui vous dit simplement comment elle est orientée dans son plan orbital. Et la dernière information que je dois vous donner, c'est son orientation orbitale, c'est simplement vous dire dans quelle direction se trouve mon orbite. Donc, encore une fois, décrire l'évolution des étoiles dans ces systèmes, c'est décrire comment ces ellipses keplériennes, comment ces orbites changent de forme, changent de taille, changent d'orientation ou changent de direction dans leurs plans orbitaux. Donc revenons encore une fois à cette observation
où on observe en détail la dynamique des étoiles autour du trou noir supermassif. La question légitime qu'on peut se poser, c'est ces observations datent de 2017, est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut observer encore plus précisément cette dynamique? Est-ce qu'on peut encore zoomer plus sur cet objet que sur des échelles de l'ordre de la fraction d'année-lumière? Pour discuter plus en détail comment il est possible de faire ces observations, j'ai besoin de discuter du concept de résolution angulaire. Alors on appelle résolution angulaire l'aptitude qu'on peut avoir à séparer deux objets très proches sur le ciel. Ça se compte en degrés, et ça vous dit simplement quelle est la plus petite séparation qu'on est capable de distinguer. Pour faire un ordre de grandeur, la Lune dans le ciel a une taille de l'ordre du degré. Et ensuite, les astronomes inventent des unités parfois un peu farfelues pour décrire des échelles de plus en plus petites. Donc chaque degré est découpé en 60 arcs-minutes, chaque arc-minute en 60 arcs-secondes, et puis ensuite, on découpe ça en 1000 milliarcs-secondes, puis en 1000 micro-arcs-secondes. La Lune a une taille de l'ordre du degré, et ce cluster S, donc cet amas d'étoiles autour du trou noir supermassif, qui se situe à 30 000 années-lumière, a une taille de l'ordre du milliarc-seconde. Donc je vois que si je veux observer cet objet très lointain, très petit, j'ai besoin de zoomer beaucoup. Pour continuer les tailles caractéristiques de ce système, il est intéressant de rappeler certaines échelles typiques. Donc si vous avez une vision de 10 sur 10, vous êtes capable d'avoir une résolution angulaire de l'ordre de l'arc-minute. Le bruit dans l'atmosphère, les fluctuations du vent dans l'atmosphère, induisent des perturbations atmosphériques d'une amplitude typique de l'arc-seconde. Le télescope Hubble, qui est dans l'espace, ne souffre pas de ces perturbations atmosphériques, a une résolution de l'ordre de 50 milliarcs-secondes. Les meilleurs télescopes terrestres, qui bénéficient de ce qu'on appelle une optique adaptative, c'est-à-dire une optique capable de corriger pour les perturbations de l'atmosphère, ont une résolution similaire au télescope Hubble de l'ordre du milliarc-seconde. À cette étape-là, je sais que je veux zoomer encore plus sur le centre galactique. Et donc la solution est très simple. Si je veux voir plus précis, j'ai juste besoin de construire un plus gros télescope. En fait, c'est un peu plus compliqué, parce que certes, on peut construire des plus gros télescopes, mais ils coûtent beaucoup, beaucoup plus cher. Typiquement, si vous augmentez le diamètre du miroir d'un facteur 2, vous augmentez votre résolution d'un facteur 2, mais vous allez augmenter le coût du télescope d'un facteur 8. Donc il faut trouver un moyen d'être capable d'observer et de zoomer encore plus, sans pour autant avoir à payer des coûts astronomiques pour construire ces télescopes gigantesques. Et la solution à ce problème porte le nom d'interférométrie. L'idée, c'est je ne vais pas construire un très gros télescope, je vais construire plein de petits télescopes dont je vais combiner les mesures. Donc j'ai essayé de l'illustrer ici avec ce schéma où j'ai représenté un gros télescope dont j'ai masqué l'ouverture en bleu. Plutôt que de construire ce miroir qui me coûte extrêmement cher, je vais le remplacer par deux petits télescopes illustrés en blanc. Et pourvu que la séparation entre mes télescopes soit de l'ordre de la taille du miroir de mon gros télescope, je vais obtenir une résolution angulaire similaire à mon gros télescope. Puis j'ai gagné plein d'argent parce que ces petits télescopes ne me coûtent pas aussi cher que le gros. Donc l'avantage, c'est qu'on est capable, avec ces principes interférométriques, d'avoir une résolution angulaire à des prix bien plus faibles. Bien sûr, il faut payer quelque chose quelque part, et le désavantage, c'est que bien évidemment, je récolte beaucoup moins de lumière que si j'avais construit le gros télescope. Je perds certaines informations sur l'image, parce que je n'ai pas construit le gros télescope. Et puis la manière dont je combine les mesures de mes deux petits télescopes doit être faite correctement. On dit qu'il faut conserver l'information sur la phase des détections. Qu'à cela ne tienne, cela peut être fait. Donc vous avez déjà entendu parler du VLT, du Very Large Telescope, qui se trouve au Chili. Eh bien, ce télescope a été utilisé pour construire un interféromètre encore plus grand. Donc qu'est-ce que c'est le VLT? Le VLT, grosso modo, c'est 4 gros télescopes dont le miroir fait 8 mètres de diamètre. Et puis en plus de ça, on a ajouté 4 télescopes auxiliaires dont le miroir fait de l'ordre de 2 mètres. Et comme vous pourrez remarquer, on a astucieusement placé ces télescopes proches les uns des autres pour qu'il soit possible de les allumer en même temps et de regarder en même temps la même cible sur le ciel. Dans notre cas précis, ce sera de regarder en même temps le centre galactique à 30 000 années-lumière d'ici. Donc en utilisant les télescopes du VLT, on a été capable de construire un interféromètre absolument gigantesque, comme illustré sur cette vidéo. Encore une fois, ce qu'on fait, on a des télescopes d'une taille respectable, qu'on allume en même temps et qui regardent tous en même temps la même cible. Et ce faisant, on est capable, en pratique, de construire un télescope dont le miroir effectif soit beaucoup plus grand, ici, de l'ordre de 130 mètres. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on combine la lumière de ces différents télescopes et on fabrique en pratique un télescope absolument gigantesque. Donc c'est ce qui a été fait au VLT, et l'interféromètre qui a été fait porte le nom de Gravity, et j'ai reproduit ici l'observation de Gravity. Alors je remets en contexte, ici est illustré à gauche le cluster S, la taille typique une fraction d'année-lumière,
J'ai souligné en jaune l'orbite de l'étoile S2, qui porte ce nom, et cette orbite a été celle qui a été observée en détail par Gravity. Gravity est un interféromètre, il a été capable de zoomer beaucoup plus sur cette orbite, donc j'ai beaucoup plus d'informations que simplement d'avoir tracé cette ellipse. Donc je vais essayer de vous décrire un peu plus quelle information on peut extraire de cette orbite. Donc tout d'abord, je retrouve que la dynamique du système est imposée par le trou noir supermassif, illustré ici en noir, qu'on appelle Sagittarius A étoile. Il pèse 4 millions de fois la masse du Soleil, et c'est pour ça que je m'attends à observer une ellipse. Le long de cette orbite se promène S2, que j'ai illustré ici par la boule jaune. S2 est une étoile massive, elle pèse 10 fois la masse du Soleil. Elle est massive parce que c'est une étoile qu'on a pu voir, donc elle envoie beaucoup de lumière. Le temps qu'il faut pour S2 pour faire une orbite est de l'ordre de 15 ans. Donc tous les 15 ans, elle va faire un tour de son orbite. Je veux vraiment insister sur les échelles ici, puisque la taille typique de cette ellipse est de l'ordre de 1000 unités astronomiques, c'est-à-dire 1000 fois la distance entre la Terre et le Soleil, c'est-à-dire 1% de la distance entre le Soleil et son étoile la plus proche. Donc c'est quelque chose de très petit. Et pourtant, ce système minuscule est situé extrêmement loin de nous, il est situé dans le centre galactique, à 30 000 années-lumière, c'est-à-dire il est situé à 1 milliard d'unités astronomiques de notre Terre. Donc on a vraiment été capable, avec l'interféromètre, de zoomer sur des orbites minuscules extrêmement loin de la Terre. Et en fait, ça va encore plus loin, parce que l'interféromètre permet de continuer à zoomer. Donc outre la forme de l'ellipse, on a encore plus d'informations sur la trajectoire de mon étoile. C'est ce que j'ai illustré sur cette image, et encore une fois, je veux insister sur le caractère absolument fou de cette observation. En haut à droite, le cluster S tel que je l'ai montré précédemment. À gauche, l'orbite de S2, et ensuite, avec l'information de l'interféromètre, on peut encore zoomer plus sur le moment où l'étoile est passée extrêmement proche du trou noir. C'est ce qu'on appelle le passage au péricentre, c'est-à-dire le moment où l'étoile S2 était la plus proche du trou noir supermassif, qui a eu lieu en 2018. Ce passage au péricentre a donc été observé par l'interféromètre, a duré de l'ordre de 6 mois, et la distance qui séparait, au moment où elle était plus proche, la distance qui séparait l'étoile du trou noir était de l'ordre de 100 unités astronomiques, c'est-à-dire typiquement de l'ordre de la distance entre le Soleil et Neptune. Il faut vraiment remettre les choses en contexte. 30 000 années-lumière de nous, on peut distinguer des choses qui sont typiquement de la taille de la distance entre le Soleil et Neptune. Encore une fois, mon trou noir est extrêmement massif. Donc quand mon étoile S2 va passer, elle va passer très vite. Et en effet, elle a été flashée à une vitesse qui était de l'ordre de 1/40e de la vitesse de la lumière. Donc c'est des régimes où le trou noir étant si massif, si vous avez la mauvaise idée de passer proche de lui, vous allez y passer extrêmement vite. Et en fait, l'information qu'on a pu extraire de Gravity ne se limite pas seulement à ce passage de péricentre, on a pu aussi continuer à observer l'orbite. Et c'est l'un des résultats fondamentaux de Gravity qui est illustré ici dans le panel en haut à droite. Alors si on zoome bien, on va se rendre compte de quelque chose de très intéressant, qui est le fait que les deux ellipses ne sont pas tout à fait l'une sur l'autre. S2 est arrivée en avance. Elle est arrivée en avance, c'est ce qu'on appelle une précession, elle est arrivée en avance avec 12 arcs-minutes, c'est-à-dire elle est arrivée en avance avec 0,2 degrés. Et ça, c'est très bizarre, parce que j'ai dit que le trou noir était extrêmement massif. Il va dominer, il va créer mon orbite, et mon orbite devait être une ellipse fermée. S2 ne devrait pas être en avance. Il y a une précession. Cette précession, elle est due au fait que mon trou noir est tellement massif qu'il induit des effets relativistes. Il va perturber la trajectoire de mon étoile et va lui permettre d'arriver en avance. Alors ça ne semble pas grand-chose, 12 arcs-minutes, mais il faut se rappeler qu'il faut 15 ans pour que S2 fasse une fois le tour. Donc tous les 15 ans, elle accumule 12 arcs-minutes d'avance, donc tous les 15 ans, elle accumule 0,2 degrés d'avance. Et donc je peux naturellement me poser la question, qu'est-ce qui se passe si je continue à attendre ? Eh bien, si j'accumule 0,2 degrés par orbite et que je mets 15 ans à faire cela, eh bien, au bout de 1000 orbites, au bout de 1000 fois où mon étoile S2 aura parcouru cette ellipse, eh bien, je vais avoir complètement changé la forme de mon ellipse, puisqu'elle va avoir précessé de 180 degrés dans son plan. Donc, l'une des observations de Gravity, c'est d'annoncer que dans 15 000 ans, S2 aura changé de 180 degrés dans son plan. Encore une fois, c'est un effet dû aux corrections relativistes imposées par le trou noir, qui est en pratique un trou noir extrêmement massif, donc un trou noir qui va perturber les ellipses keplériennes classiques. Cette précession du péricentre, c'est quelque chose que, en pratique, on connaît déjà pour le système solaire. On sait, et ça a été un test fondamental de la relativité générale, que Mercure précesse également autour du Soleil. Mais cette précession, en fait, est beaucoup plus faible. Au lieu de 12 arcs-minutes, elle est seulement de 1 arc-seconde. C'est-à-dire l'avance de Mercure sur son orbite est extrêmement faible. Et cela s'explique par deux choses. Tout d'abord, le Soleil pèse beaucoup moins lourd que le trou noir, il pèse une masse qui est 1 million de fois plus petite. Et puis l'orbite de Mercure est beaucoup plus circulaire et beaucoup moins excentrique, et donc elle précesse beaucoup moins.
Alors qu'il faut 15 000 ans pour que S2 tourne de 180 degrés dans son plan, il faudra 150 000 ans pour que Mercure tourne de 180 degrés dans son plan. Donc je résume. À l'ordre 0, le trou noir domine la dynamique de S2. Elle suit une ellipse keplérienne qui prend 15 ans à être parcourue. Le trou noir est tellement massif qu'il induit des corrections relativistes, qu'il va faire précesser le péricentre de mon étoile, qui va donc tourner dans son plan. Et le temps typique pour que mon étoile tourne dans son plan est de l'ordre de 30 000 ans. Donc tous les 30 000 ans, S2 va tourner dans son plan orbital. Donc ça, c'est modifier l'ellipse dans son plan. La question suivante, c'est est-ce que je peux faire la même chose? Est-ce que je peux modifier non pas l'orientation de l'ellipse dans son plan, mais l'orientation du plan de l'ellipse elle-même? Est-ce que je peux comprendre pourquoi les étoiles ne sont pas toutes alignées dans un disque de la même manière que les planètes sont toutes alignées dans un disque autour du Soleil? Donc la question, c'est de savoir comment je peux changer l'orientation des orbites dans les centres galactiques. Eh bien, si je regarde la dynamique de S2, comme illustré ici, je peux voir que j'ai deux phénomènes qui ont lieu en même temps. Tout d'abord, comme j'ai illustré, j'ai un phénomène en bleu, qu'on appelle le phénomène de précession du péricentre, qui dure environ 30 000 ans pour S2. Donc tous les 30 000 ans, mon ellipse tourne sur elle-même dans son plan. Mais j'ai aussi un autre phénomène qui va permettre à l'orientation de mon orbite, donc illustré par le point rouge qui gigote en haut à gauche, qui va permettre à l'orientation du plan orbital de l'ellipse de tourner aussi. Ce changement d'orientation est dû aux autres étoiles dans mon système qui vont mettre des perturbations. Et ce qui est important de noter, c'est que c'est un phénomène beaucoup plus lent. 30 000 ans pour tourner dans le plan, 1 million d'années pour changer l'orientation du plan orbital de cette étoile S2. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour quelqu'un qui fait de la dynamique, parce que je vois que j'ai une vraie différence de temps entre le temps bleu, le temps rapide, le temps de la précession dans le plan, 30 000 ans, et le temps jaune, le temps du changement de l'orientation, qui prend 1 million d'années. Donc si mon objectif, c'est de caractériser comment je peux faire gigoter l'orientation du plan orbital de S2, je vais étudier un centre galactique sur des échelles de l'ordre du million d'années. Et en 1 million d'années, si j'ai besoin de 30 000 ans pour précesser dans le plan, en 1 million d'années, j'aurai le temps de faire beaucoup de fois le tour du plan. Et donc, plutôt que de regarder, d'avoir mal à la tête et de regarder une ellipse qui tourne très vite autour du plan, il vaut mieux la voir comme étant un anneau qui tourne autour du plan. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai dit, je veux regarder l'orientation qui gigote tous les millions d'années. Je mets 30 000 ans à tourner dans mon plan, j'aurai tourné beaucoup de fois, et donc je vais remplacer mon ellipse par un anneau. Ainsi, après une précession complète de l'orbite dans son plan, les ellipses deviennent des anneaux. Et donc, étudier le changement d'orientation des orbites dans les centres galactiques, c'est étudier la manière dont gigotent les plans orbitaux. À cette étape-là, on va continuer la gymnastique cérébrale, et on va même oublier l'anneau, et on va se dire, étudier le mouvement de l'orientation de mes orbites, c'est simplement étudier le mouvement de ce petit point ici qui se promène sur le cercle, sur la sphère. Encore une fois, qu'est-ce que c'est que ce petit point? Il vous dit quelle est la direction instantanée du plan orbital des orbites, c'est-à-dire dans quelle direction pointent mes orbites. La vitesse ou le temps typique avec laquelle ce point se promène est de l'ordre du million d'années. Bien sûr, je n'ai pas que S2, je n'ai pas que cette étoile dans le centre galactique, j'en ai un très grand nombre. Et donc, ce qui se passe dans mon système, c'est une population de petits points, une population de têtards qui se promènent sur la sphère et qui vont, sur des échelles de l'ordre du million d'années, amener au gigotement, au changement des orientations de mes ellipses. Encore une fois, on a fait beaucoup de gymnastique ici. J'étais parti d'orbite, je vous ai dit la seule chose qui compte, c'est le petit point qui se promène sur la sphère, qui vous dit quelle est l'orientation instantanée. Et puis ici, j'ai regardé comment les orientations de toutes mes étoiles changent les unes avec les autres. Il ne faut pas se leurrer, ici le film dure 10 secondes, mais ce mouvement, lui, a lieu sur des millions d'années. Ensuite, je peux m'intéresser non pas à cette population d'étoiles, mais à une étoile en particulier. Par exemple, ça, ce serait la manière dont S2, l'orbite observée par Gravity, gigoterait sur la sphère et changerait d'orientation au cours du temps. Donc cette trajectoire, ce spaghetti sur la sphère, vous décrit sur des temps de l'ordre du million d'années comment l'orientation de S2 va changer. Alors pour la petite histoire, c'est sur ce type de processus que je travaille en particulier. Et les questions sur lesquelles je travaille, c'est de savoir quelle est la longueur du spaghetti, c'est-à-dire combien de fois S2 a changé d'orientation et à quel point le spaghetti est bien cuit, c'est-à-dire à quel point il est droit sur la sphère ou à quel point il a de très nombreux coudes. Alors pour continuer et justifier mon analogie, je vais encore jouer à un autre jeu où cette fois-ci, je vais injecter une tache d'étoile dans mon système. Encore une fois, rappelez-vous qu'un point sur la sphère, qu'est-ce que c'est? C'est une orientation instantanée d'une étoile. Et je vais regarder des populations d'étoiles qui sont similaires sur la sphère. Et quand vous regardez cette population diffusée sur la sphère, vous ne pouvez pas, bien sûr, vous empêcher de faire immédiatement le lien avec de l'encre diffusant dans l'eau.
Bien sûr, ici, ce n'est pas de l'encre dans l'eau, c'est des orientations qui se promènent sur la sphère, mais on comprend bien pourquoi le concept important était le concept de diffusion. Donc je résume. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai observé un centre galactique qui est loin, il a 30 000 années-lumière, il est petit, il fait de l'ordre d'une fraction d'année-lumière. On a pu résoudre en détail la dynamique et l'orbite de cette étoile S2 qui prend environ 15 ans à tourner le long de son ellipse. Ensuite, sous l'effet des corrections relativistes, le trou noir est tellement massif, cette orbite va précesser dans son plan. Elle va donc changer d'orientation dans son plan orbital, c'est ce qu'on appelle la précession du péricentre, et la durée typique est de l'ordre de 30 000 ans. Si j'attends encore plus longtemps, si j'attends de l'ordre de 1 million d'années, non seulement elle va tourner dans son plan, mais elle va également changer d'orientation. C'est le réarrangement des orientations des orbites. Donc au bout d'1 million d'années, l'étoile S2 aura complètement changé d'orientation. Mais en fait, du point de vue de l'univers, 1 million d'années, c'est une durée très courte. L'univers a de l'ordre de 10 milliards d'années, donc j'ai eu le temps de gigoter, j'ai eu le temps de changer énormément d'orientation. Donc mon centre galactique a 10 milliards d'années, et là j'ai seulement exploré des processus qui ont lieu sur des temps de l'ordre du million d'années. Donc il y a le temps de se passer beaucoup d'autres choses dans mon système. Et bien, ce qui va se passer en pratique, quand vous prenez un système dynamique, plus vous attendez, plus vous avez de chances de voir des problèmes dans les hypothèses que vous avez faites. Et la première hypothèse que j'ai faite, c'est de dire que le trou noir est tellement massif que c'est lui qui dicte tout, c'est lui qui impose les orbites, et c'est lui qui décide où les étoiles vont. Plus j'attends, plus j'ai de chances pour que cette hypothèse ne soit plus vraie, et plus j'ai de chances pour que je vois des changements, des perturbations par rapport à ce mouvement dominant. Et bien en pratique, ce qui va se passer, c'est que S2, le long de son mouvement, à un moment ou à un autre, va passer dans le voisinage d'une autre étoile. Et à ce moment-là, sa trajectoire ne sera plus imposée que par le trou noir, mais sera aussi perturbée par l'étoile qui a la mauvaise idée de passer dans le coin. C'est ce qu'on appelle une déflexion, qui est illustrée ici par l'animation en haut à droite, où l'étoile rouge serait S2, qui se promène le long de son orbite, et puis passe dans le coin une autre étoile. Il y a une déflexion, les étoiles changent de direction, et puis s'oublient et ne se reverront plus jamais. Mais en fait, l'étoile rouge s'en souvient, puisque si je regarde sa vitesse au cours du temps, après la déflexion, comme illustré en bas à droite, sa vitesse a légèrement changé. Et donc après une déflexion, mon étoile S2 a légèrement changé de vitesse, a légèrement changé d'énergie, et donc j'ai été capable de perturber l'orbite de mon étoile. En pratique, un centre galactique, c'est quoi? C'est des millions d'étoiles. Donc je ne peux pas décemment prétendre que c'est simplement 2 étoiles qui se passent dans le coin. En pratique, quand S2 se promène le long de son orbite, elle va rencontrer des millions et des millions et des millions d'étoiles le long de son passage, donc elle va avoir des millions de petites déflexions qui vont s'accumuler. Donc c'est illustré ici, où j'ai représenté mon étoile S2 le long de son orbite, qui va stochastiquement, c'est-à-dire de manière erratique, avoir des déflexions avec les autres étoiles qui ont la mauvaise idée de passer dans le coin. Ces autres étoiles étant les étoiles bleues transparentes en arrière-plan. À chaque fois qu'il y a une déflexion, à chaque fois qu'elle passe proche d'une autre étoile, il y a un changement abrupt de la vitesse de mon étoile S2, et donc j'ai été capable de perturber l'orbite de mon étoile. Encore une fois, il faut se rappeler que c'est des processus extrêmement lents. C'est des processus qui ont lieu sur des échelles de temps de l'ordre du milliard d'années, puisque ces déflexions sont très faibles et ne peuvent s'accumuler que sur les temps très très longs. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai du temps pour attendre. En effet, je peux attendre jusqu'à 10 milliards d'années pour accumuler ces effets. Et donc si je continue à empiler, à accumuler ces petites déflexions, je vais être capable, lentement, de changer et de perturber l'orbite de mon étoile S2. Donc sous l'effet de ces déflexions, sous l'effet de ces étoiles qui passent dans le coin, je vais être capable de faire sauter mon étoile d'orbite en orbite. Alors, on peut dire que ce n'est pas hyper intéressant. En fait, c'est intéressant si vous faites attention au fait que si vous sautez d'orbite, vous êtes capable de tomber sur des orbites qui sont de plus en plus proches du trou noir. Ces orbites qui ont la mauvaise idée d'aller titiller de plus en plus proche le trou noir supermassif. Donc c'est un phénomène très lent, il a lieu sur des échelles de temps de l'ordre du milliard d'années, mais il va inévitablement amener votre étoile à venir interagir de plus en plus proche avec le trou noir. Alors qu'est-ce qui se passe quand une étoile, sous l'effet de ces déflexions, de ces petites perturbations qui s'accumulent, a la mauvaise idée de passer trop proche du trou noir? Eh bien, encore une fois, si vous venez trop proche du trou noir, il y a certaines hypothèses que j'ai faites qui sont plus correctes, et j'ai plus le droit de dire que mon étoile est minuscule. Je sais que si je me rapproche trop près du trou noir, je vais commencer à voir le fait que mon étoile a une certaine taille. Et donc il va se passer ce qu'on appelle des forces de marée. Le point de l'étoile qui est le plus proche du trou noir aura une attraction gravitationnelle un peu plus forte que le point qui est le plus loin. Vous pouvez dire que c'est un effet pas très important, mais il ne faut pas oublier le fait que le trou noir est extrêmement massif. Il fait des millions de fois la masse du Soleil. Donc la différence entre ces deux points va drastiquement impacter votre étoile. Donc ce point qui est attiré
un peu plus que l'autre point, va amener à une déformation de votre étoile, qui va se retrouver être complètement déchirée, déchiquetée par ces forces de marée. Et c'est un phénomène très important et très fort dans les centres galactiques parce que les trous noirs sont supermassifs. Donc ces forces de marée sont absolument gigantesques. Donc ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle un phénomène de rupture par effet de marée qui est illustré ici dans cette simulation. Donc une étoile, le long de son orbite, va avoir la mauvaise idée de passer très proche du trou noir supermassif. À chaque fois qu'elle passe très proche, elle se rend compte qu'il pèse vraiment lourd, qu'il va lui demander de déchirer, de déchiqueter sa structure, et va donc amener à du gaz d'être arraché de l'étoile et à alimenter le trou noir. C'est un processus très important parce qu'il a deux effets. Un, il permet d'alimenter le trou noir central, et deux, il permet aussi de tuer, d'amener à la mort des étoiles, de les faire inévitablement tomber sur le trou noir central. Bien sûr, encore une fois, en pratique, ici c'est une étoile, un centre galactique c'est des millions d'étoiles, donc j'ai ces phénomènes qui ont lieu tout le temps et à tout moment. Comme illustré ici sur cette vidéo, où vous voyez des paquets d'étoiles qui, à chaque fois qu'elles passent près du trou noir, se font arracher par les effets de marée et amènent à la formation de ce qu'on appelle des vents stellaires. Donc à chaque fois que votre étoile passe dans le voisinage du trou noir supermassif, elle se rend compte que le point le plus proche, le point le plus long, demande à être séparé, à distordre la structure de votre étoile, arrache du gaz et amène à ce feu d'artifice qui a lieu constamment dans les centres galactiques. J'ai beaucoup parlé des étoiles, mais en pratique, l'univers ne se limite pas aux seules étoiles. Il y a aussi des objets qui sont encore plus petits que les étoiles, qu'on appelle les objets compacts. Alors qu'est-ce que c'est un objet compact? Typiquement, un objet compact, ça va être une étoile à neutrons ou un trou noir qui a la bonne idée d'être bien moins lourd que le trou noir supermassif. Et tout est dans le nom, on dit que c'est un objet compact parce qu'il est beaucoup, beaucoup plus petit qu'une étoile. Pour avoir une bonne idée des ordres de grandeur, le Soleil a un diamètre de l'ordre du million de kilomètres, et bien une étoile à neutrons qui pèse la même masse a un diamètre de seulement 30 km. Pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que si cet objet compact a la mauvaise idée de passer très proche du trou noir, il est tellement petit que les forces de marée sont très faibles. Les points le plus proches et le plus loin sont très proches, et donc je ne vais pas réussir à déformer mon objet compact. Donc cet objet compact, cette étoile à neutrons, ne va pas se faire déchiqueter par les forces de marée, et va donc être capable de continuer, de rester à vivre une vie dangereuse et à passer de plus en plus proche du trou noir. Alors ce qui se passe, c'est que plus il passe proche du trou noir, plus je vais commencer à devoir payer le prix des corrections relativistes, plus je vais devoir commencer à payer le prix que mon trou noir pèse extrêmement lourd. Et donc ça va amener à une lente chute de l'orbite de mon objet compact. Comment elle fait ça? À chaque fois que l'objet compact, à chaque fois que l'étoile à neutrons passe très proche du trou noir, de l'énergie va être dissipée par le biais de l'émission d'ondes gravitationnelles et va permettre lentement à la chute de l'orbite inévitable de l'objet compact en direction du trou noir. Alors c'est un phénomène qui porte le doux nom en français de descente spiralée avec rapport de masse extrême et correspond à qu'est-ce qui se passe quand un objet compact est dans une orbite qui est catastrophiquement proche du trou noir, une orbite où la chute ou la mort est inévitable et va nécessairement finir par cet objet compact être absorbé par le trou noir central. Alors on comprend bien que c'est avec rapport de masse extrême, parce que le trou noir pèse des millions de masses solaires, l'objet compact étoile à neutrons pèse quelques masses solaires. Et ce qui va se passer sur cette orbite extrêmement complexe, qui est fortement perturbée par les effets relativistes, eh bien, à chaque fois que l'étoile passe proche du trou noir, de l'énergie est dissipée par le biais d'ondes gravitationnelles, c'est le cri d'appel à l'aide de l'étoile à neutrons qui va inévitablement tomber sur le trou noir central. Alors pour conclure, je voulais vous dire juste quelques mots sur qu'est-ce qui va être le futur des centres galactiques, qu'est-ce qu'on peut espérer de faire mieux pour étudier ces systèmes petits et lointains. Eh bien, la première chose qu'on peut faire, c'est observer toujours plus d'orbites. Et donc, à un moment, il faut passer à la caisse, il faut construire des plus gros télescopes. Et donc, pour observer plus d'orbites dans le voisinage de Sagittarius A étoile, on va construire des très grands télescopes, par exemple le Extremely Large Telescope, qui a déjà été discuté précédemment. Et la planification, ou ce qu'on peut pré-simuler pour ces observations, c'est de voir cette vraie fourmilière d'étoiles orbiter autour du trou noir supermassif. Et puis l'autre élément qu'il est intéressant d'observer dans les centres galactiques, c'est cette chute inévitable des objets compacts. Donc j'ai insisté sur le fait qu'ils peuvent chuter vers l'objet central par le biais d'émissions d'ondes gravitationnelles. Eh bien, il suffit de construire le détecteur pour détecter ces ondes gravitationnelles. Ça se fera par le biais de l'interféromètre spatial LISA, qui permettra d'entendre ce cri à l'aide des objets compacts. Donc en conclusion, j'espère avoir pu vous convaincre que étudier la dynamique des étoiles, c'est la même chose qu'étudier la diffusion de l'encre dans l'eau.
Il faut simplement essayer de faire les bonnes analogies pour comprendre comment je peux lentement faire relaxer les propriétés de mon système, comment je peux lentement changer les orbites des étoiles dans ces centres galactiques. Et en conclusion, j'espère vous avoir convaincu que les centres galactiques sont des laboratoires astrophysiques absolument formidables. Ils sont formidables parce que ce sont les systèmes les plus denses de l'univers. Vous avez des millions de fois plus d'étoiles dans ce petit volume qu'il n'y a entre le Soleil et son étoile la plus proche. Ce sont des systèmes loin. Pour les observer, il faut zoomer des dizaines de millions de fois vers le centre de la galaxie, qui est complètement obscurci par la poussière. Ce sont parmi les systèmes les plus relativistes de l'univers. Le trou noir pèse extrêmement lourd, il pèse des millions de fois la masse du Soleil, donc on peut étudier ces effets relativistes. Et puis enfin, ce sont des systèmes bruyants, parce qu'ils sont des régimes où peuvent être créées de très nombreuses ondes gravitationnelles, par exemple par le biais de la chute de ces objets compacts. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Vous avez exposé extrêmement clair et très très complet, et surtout avec énormément d'animation. C'était vraiment impressionnant. Moi j'ai une question en fait avant de laisser la parole aux internautes et à nos youtubeurs, enfin Twitchers du coup ce soir. Toi tu ne fais pas d'observation, tu utilises des observations, mais aussi tu travailles beaucoup du côté de la théorie, de la simulation. Donc tout ce qu'on a vu là, il y a énormément d'animation, etc. J'aimerais que tu fasses sentir aux gens qui écoutent ce soir ce qu'est ton travail, comment tu obtiens tous ces résultats, parce que là, tu nous as montré 20 ans d'observation du trou noir central, mais maintenant tu nous prédis ce qui va se passer dans des millions et des millions d'années. Comment tu fais? Ok. Alors je vais prendre un exemple, je vais prendre ces têtards sur la sphère. Donc c'est le processus par lequel les... Ça va bouger. Voilà. Ce processus par lequel ces étoiles changent d'orientation. Eh bien, ce qui est intéressant, donc il ne faut pas oublier ici que je suis en train de regarder chaque point, c'est l'orientation d'une ellipse. Et ce qui est intéressant dans ce type de système, c'est ce qu'on appelle un système interagissant à longue portée, c'est-à-dire que chaque point sur la sphère a besoin de discuter avec tous les autres points sur la sphère. Et ce qu'on peut noter notamment, c'est que le mouvement d'un point sur cette sphère c'est pas ce qu'on appelle un mouvement chaotique. Si vous regardez sur des temps très courts, le mouvement du point est joli, il suit une belle ligne, et puis à un moment donné, il a décidé de changer de direction. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de la décohérence dans le mouvement d'une orbite. Donc ce qu'on veut comprendre, c'est quelle est l'échelle de temps à laquelle, subitement, mon point a décidé de changer de direction sur la sphère. On veut comprendre comment, globalement, cette population d'étoiles, cette population de points sur la sphère va se réarranger sur les temps longs. Alors, en pratique, les outils qu'on utilise, c'est des outils de physique statistique, parce qu'il n'y a absolument aucune chance pour moi d'être capable de décrire en détail où une étoile donnée sur cette sphère va se retrouver. Parce que la seule chose qu'on peut faire, c'est de dire en moyenne, je m'attends à ce que, typiquement, une étoile typique aille typiquement dans cette direction. Donc, c'est des considérations en moyenne, et donc, le point qu'on peut extraire de ce type d'approche, c'est d'être capable de savoir, en moyenne, les étoiles du centre galactique, je m'attends à ce qu'elles forment un disque, je m'attends à ce qu'elles soient à distribution sphérique, ou je m'attends à ce que, dans 1 million d'années, elles soient toutes alignées avec la même direction. D'accord, et pour compléter, donc pour faire encore une fois le lien entre les observations et ces considérations statistiques, donc, probabilité d'avoir des étoiles qui ont telle vitesse, qui ont telle position, j'imagine, à tel endroit, comment est-ce que vous reliez ça aux observations? Ok. Eh bien, donc, je ne l'ai pas discuté, mais donc ça, c'est une vue d'artiste, mais c'est une vue d'artiste avec des vraies données. Donc ça, c'est les vraies données en 3D des orbites qu'on observe au centre galactique. Et la raison pour laquelle j'ai mis ce snapshot, cette capture d'écran de la simulation, c'est que si vous regardez, vous pouvez voir qu'il y a 8 étoiles qui ont la mauvaise idée d'être alignées. Il y a 8 étoiles qui semblent former un disque. Et ça, en fait, c'est statistiquement extrêmement improbable. Si vous tirez des directions aléatoirement, il n'y a aucune chance pour que 8 étoiles sur 30 soient alignées. Elles forment un disque, elles n'ont pas réussi à se mélanger, elles n'ont pas réussi à perdre l'information de qui était leur voisine, et on a du mal à comprendre pourquoi ces étoiles, sur les temps, elles ont donc 10 millions d'années, elles devraient avoir eu le temps de se mélanger en orientation, le disque devrait avoir disparu, et on ne comprend pas pourquoi ce système n'a pas été capable de se mélanger. C'est assez impressionnant. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que semble-t-il, il y a en plus, c'est pour nos amis ici, des easter eggs dans ta présentation, et des images dont la compréhension demande une certaine connaissance de ton domaine. Sur ce, je vais laisser la parole au public sur Internet.
de questions. Pourquoi on ne m'entend pas? Si, c'est bon? Le son. Ah, on entend sur Internet, mais pas dans l'amphi. Oui, on a plein de questions, mais déjà, ouais, bravo pour les animations. Tes animations sont super belles. Merci. Et on a une première question de Simon qui nous dit « Les planètes sont définies avec la notion d'avoir nettoyé leur orbite. Est-ce que certaines étoiles, de façon similaire, nettoient leur orbite autour du trou noir ?» En fait, on dit qu'un système planétaire, c'est un système qu'on dit dynamiquement froid, parce que c'est, du point de vue statistique ou du point de vue thermodynamique, c'est très improbable d'avoir des orbites alignées comme elles sont dans les systèmes planétaires. A l'inverse, un centre galactique, c'est un système très chaud. Donc j'ai illustré avec ces animations. Il y a des orbites absolument dans toute la direction. Donc c'est improbable de construire des structures qui ne seraient pas systématiquement et immédiatement nettoyées dans un centre galactique. Dit différemment, vous avez des étoiles dans toutes les directions, donc vous allez nécessairement gigoter, mélanger tout ce qu'il y a dans votre système, alors que des planètes dans un disque, tout le monde a la même direction, donc la manière dont vous pouvez perturber, dont vous pouvez mélanger votre système va être bien différente et bien moins efficace. Merci. Alors, on avait une autre question d'une personne qui te demandait à partir de quelle distance en fait, du trou noir supermassif tu considères qu'une étoile elle fait plus partie du cortège. Donc, je suppose quelle est la taille, du coup, on te redemande la taille du centre galactique. Alors, c'est une réponse qui se fait en deux morceaux. Ce qui compte, c'est... Il y a deux morceaux. Il y a ce qu'on appelle la sphère d'influence d'un trou noir, c'est-à-dire à quel point il faut que je dézoome autour de mon trou noir supermassif pour que je puisse dire « Ah bon, c'est plus lui qui fait le travail de construire tout le potentiel du système ». Eh bien, cette échelle, elle est donnée, donc pour Sagittarius A étoile, elle est de l'ordre de 1 parsec, ça veut dire 3 années-lumière. Et en fait, elle correspond à l'échelle pour laquelle, alors je vais retrouver la bonne slide, elle correspond à l'échelle pour laquelle le nombre, elle correspond à l'échelle, je m'entends, elle correspond à l'échelle pour... Elle correspond donc à l'échelle pour laquelle, dans ce petit volume de 1 parsec, dans ce petit volume de 3 années-lumière, il y a autant de masse en étoile qu'il y a de masse dans le trou noir. Si vous dézoomez un peu plus, à des échelles un peu plus grandes, vous pouvez oublier le trou noir. Si vous zoomez plus, vous devez penser qu'au trou noir. 1 parsec, c'est ce qu'on appelle la sphère d'influence. Et 1 parsec, c'est tout petit, en fait. Quelle est la taille de la galaxie? La taille de la Voie lactée, c'est de l'ordre de 10 kPa. Donc elle est 10 000 fois plus grande que cette taille. Donc c'est une région minuscule, mais c'est une région extrêmement dense. Et dans le même genre de question, on demande à quelle distance minimale du trou noir peut s'approcher une étoile sans disparaître? Alors ça dépend de plein de choses. En pratique, alors vous allez voir les... En pratique, grosso modo, ça va dépendre de la masse du trou noir. Plus il est gros, plus il va être relativiste, et donc moins il faut jouer une vie dangereuse et moins il faut aller proche de ce trou noir. Et donc typiquement pour Sagittarius A étoile, ce qu'on appelle l'horizon du trou noir, c'est-à-dire grosso modo le rayon gravitationnel, il ne faut vraiment pas aller plus proche, est de l'ordre de 10 micro-arcs-secondes, et je vous ai dit que l'orbite de S2 était de l'ordre de 10 milli-arcs-secondes. Vous avez encore de la marge, vous pouvez vous approcher encore d'un facteur 1000 pour que ça devienne vraiment dangereux. On avait une question également qui te parlait des types d'étoiles qui sont dans ton centre galactique. Est-ce que c'est une question que tu te poses ou pas forcément? Alors, plus les questions continuent, plus on va voir que je ne suis pas un astronome. Mais alors, ce que je peux dire, c'est le centre galactique, il est loin, il est obscurci par la poussière, donc il faut se rendre la vie facile, il faut regarder des étoiles jeunes, massives et qui envoient beaucoup de lumière. Et donc c'est exactement le cas de l'orbite de l'étoile S2, qui est une étoile extrêmement massive, une étoile qui fait 10 fois la masse du Soleil, donc qui envoie beaucoup de lumière, qui va vivre seulement quelques millions d'années, et c'est que ce type d'étoile qu'on peut observer. Donc il ne faut pas se leurrer, dans les observations du cluster S, j'ai souligné, on voit 10 étoiles, en pratique il y en a beaucoup plus, mais elles sont complètement obscurcies par la poussière, elles sont beaucoup trop faibles, elles émettent trop peu de lumière, et donc on ne peut pas les observer. Donc les seules qu'on a une chance de voir, c'est celles qui ont la bonne idée d'envoyer suffisamment de lumière vers nous. Et tu montrais tout à l'heure l'image avec l'ellipse là qu'on voit. On demande est-ce que c'est normal que le trou noir ne soit pas au foyer de l'ellipse? Alors c'est un effet de projection, c'est la manière dont l'ellipse, qui en pratique est 3D, est projetée sur le plan. Et il faut me faire confiance, elle pèse très très lourd, donc vraiment il est au foyer, il n'y a pas d'autre choix.
On te croit. Pour revenir sur les techniques d'interférométrie, il y a Corentin qui demandait si on pouvait utiliser cette technique pour observer par exemple des surfaces d'exoplanètes. Alors, a priori, la réponse, c'est ça va être non, parce que ça va être des systèmes beaucoup trop. Alors, c'est beaucoup plus proche que le trou noir, c'est pas à 30 000 années-lumière, mais ça a la mauvaise idée d'être beaucoup, beaucoup plus petit. Donc, la réponse sera non. Il y avait d'autres questions qui étaient plus expérimentales, je ne sais pas si on les garde pour... Peut-être, s'il y en a une, peut-être ça peut comme... on dit, sur l'animation des orientations orbitales que tu as montré, il y a des mouvements de groupe. Très bien, oui. Est-ce que tu sais à quoi c'est dû? Eh bien, la réponse est oui. Alors ça, c'est très intéressant. C'est l'idée, donc c'est ce qu'on appelle un système interagissant à longue portée. La gravité n'est pas écrantée, la gravité, tout le monde discute avec tout le monde tout le temps. Et donc, un point sur cette sphère discute avec tout le monde. Ensuite, vous posez la question, pourquoi j'ai mis des couleurs différentes? La raison pour laquelle j'ai mis des couleurs différentes, c'est parce que chaque point, donc c'est une orbite, a un demi-axe différent. Et donc, plus la couleur est jaune, plus le demi-axe est grand, plus la couleur est orange, plus le demi-axe est petit. Donc ça vous donne la taille de cette orbite. Et si vous regardez très attentivement, vous allez voir que des orbites, des points de couleur similaires vont rester avec des points de couleur similaires. Et ça, c'est parce qu'en fait, ils sont bons copains. Ils ont des tailles similaires, l'orbite a la même taille l'une avec l'autre, et donc ils interagissent très fortement les unes avec les autres. L'autre point important, c'est que vous pouvez voir des paires d'étoiles qui vont se promener sur la sphère ensemble. Alors on a envie d'appeler ça des binaires, ce n'est pas des binaires. Des binaires, c'est deux étoiles qui sont dynamiquement liées, mais c'est des bonnes copines, c'est-à-dire c'est des étoiles qui partagent les mêmes orientations, qui vont rester ensemble pendant très longtemps, et puis au bout d'un moment, une perturbation va passer dans le coin, une ira à gauche, une ira à droite, et on s'oublie à tout jamais. Et c'est cette séparation des voisins qui en fait est le processus important pour expliquer la facilité ou la difficulté avec laquelle on peut dissoudre des disques d'étoiles dans les centres galactiques. Donc en fait, le processus qui à l'heure actuelle nous intéresse en particulier, c'est d'identifier dans ce type d'évolution des paires de particules et de se poser la question combien de temps je dois attendre pour que ces étoiles qui étaient initialement proches, qui avaient initialement la même orientation, s'oublient l'une l'autre et viennent à changer complètement d'orientation respective. Merci beaucoup. Ouais. Ici, je peux juste rajouter un commentaire. Le truc fou, c'est que tu fais ça en simulation, mais tu as des résultats similaires. Enfin, tu obtiens ces mêmes résultats par des calculs, en fait. Exactement. C'est ça qui est complètement fou. Là, on voit une simulation qui coûtait cher à calculer, j'imagine, mais que tout ce dont tu parles sur ces paires d'étoiles qui se séparent, etc., des choses que tu peux calculer, et ça, c'est incroyable. Exactement. Donc on m'a interdit de mettre la moindre équation, j'ai respecté cette consigne à la lettre. Donc seulement des simulations et des choses qui bougent. Une dernière question, du coup, c'est on pose la question sur quel type d'outils tu utilises pour faire des simulations comme ça de toutes ces particules avec leur orientation, leur demi-axe. Alors l'outil principal, alors il y a deux choses différentes. Il y a faire tourner le code numérique, lui qui va calculer dur, qui va calculer des forces, qui va vous dire où est-ce que je vais. Et puis ensuite, il y a la visualisation. Ça, c'est deux choses complètement différentes. Et en fait, l'étape la plus importante du point de vue analytique, du point de vue de la préparation des simulations, c'est que, je vous ai dit, S2, c'est 15 ans pour faire une orbite. Le centre galactique, il a 10 milliards d'années. Donc ça veut dire que je vais avoir le temps de faire 1 milliard de fois mon orbite. Si je passe mon temps à intégrer ce mouvement rapide autour de l'ellipse, je vais passer mon temps à faire des choses ennuyeuses qui ne sont pas importantes pour mon processus. Et donc le cœur de ce qu'on appelle la dynamique séculaire, c'est investir son énergie, investir son temps de calcul là où c'est important. Et donc par exemple, si j'étudie le mouvement qui fait changer l'orientation des orbites, je ne vais pas passer mon énergie à déplacer mon ellipse dans son plan, je ne vais pas passer mon énergie à la faire précesser, je vais moyenner sur ce mouvement et je vais simplement calculer l'interaction effective entre deux points sur la sphère. Donc l'outil essentiel, c'est d'être capable de faire les bonnes moyennes au bon moment pour investir son temps de calcul là où il faut. Eh bien, merci. On va pouvoir regarder les dessins. On a eu vraiment, nos dessinateurs se sont donné un cœur joie. Ouais. Alors. Est-ce qu'on les a en ligne? Agatha, Thibault, est-ce que vous nous entendez? Oula, il y a eu beaucoup de dessins. Il y a eu beaucoup de dessins, il y a eu énormément de dessins.
Allô, allô. C'est bon, on entend Agatha. Allô? Et on entend Thibaut. Mais Thibaut, je crois que je suis en écho. Alors, une seconde, il y a un écho. Bonsoir. Ouais, j'ai branché mon Alors, il y a un casque écho là. de fou, ouais. Ouais, moi ça va. Je faisais référence du coup au talk vidéo de Lucas Pinol. C'est ça. Donc, j'ai pas été très inspirée, mais je me suis dit, bon, au cas où il dépassait le timing, il pouvait toujours accélérer un petit peu pour ralentir. Enfin, bref. Une petite référence au concours type thèse en 180 secondes, etc. Voilà. Je sais pas si ça se dit, mais on a rattrapé notre avance. Donc ensuite, on a Thibaut qui nous a rejoint. Oui. Est-ce que tu veux te présenter succinctement, dire ce que tu fais en dehors des dessins d'abord, avant qu'on regarde les tiens en particulier? Alors, en dehors des dessins, je fais du dessin principalement. Du dessin plutôt de presse, d'actualité, et puis je travaille aussi avec l'Université de Bourgogne, le pôle culture de l'Université de Bourgogne. Donc je fais de la vulgarisation scientifique, je fais des BD, des portraits de doctorants, notamment de l'Université de Bourgogne, Franche-Comté, aussi de Rouen, de Marseille, voilà, principalement. Eh ben, super, merci beaucoup. Donc, donc on va parler de ton premier dessin. Oui, effectivement, on centrait la patte BD, effectivement. Voilà, c'est le premier dessin. Il y avait beaucoup de références à Dragon Ball chez mes collègues dessinatrices, et je me suis dit, moi, je vais faire un truc un peu plus désuet, un peu plus vieillot, voilà, un peu plus suranné. Donc, j'ai pensé à Bauduit les Petits, voilà, avec Nounours et Marchand de Sable. Donc, c'est voilà. Et tu as été très inspiré dès le début, parce que tu as envoyé une salve de dessins d'un seul coup. Ouais, c'est le stress, ça, c'est l'adrénaline. Je pense qu'il doit y avoir un truc biologique, je demanderais là au biologiste. Du coup, ouais, je chie du dessin, on peut dire. D'ailleurs, il y a du bon et du mauvais, quoi. Raoult. Voilà, Est-ce oui, qu'on n'aurait pas préféré rester au premier? Voilà, c'est pareil. On parlait du centre de la galaxie, donc voilà, comme on loue un peu son melon démesuré. Voilà. Comment je ne peux pas attaquer l'homme de science puisque je n'ai pas les connaissances. Ouais, tu peux attaquer. Et on peut attaquer l'ego. C'est bien des fois de faire redescendre les gens sur Terre. Donc voilà. Qu'y a-t-il au centre de la galaxie? Didier Raoult, bien sûr. Effectivement. Et ensuite, tu as été inspiré par les étoiles qui ne se collisionnent pas. Oui, elle était facile. Voilà, elle était de circonstances, elle était facile. L'année dernière, j'étais dans l'amphi avec vous, c'était super, on avait bien usiné toute la nuit. C'est Et vrai. c'est vrai que là, c'est pas la même, hein. C'est pas la même ambiance. Et c'est un peu triste, voilà. Donc la distanciation physique. Ce n'est Mais pas le triste. cœur est là. Le mur de dessin nous manque. Oui, hein, c'est le mur de dessin. Et alors pas enfin, parce que tu m'as fait une autre salve, mais c'est quand je prends les dessins dans l'ordre. Mince, je vais pas changer de dessin d'abord. Hop. Et encore une fois, un dessin très politique. Je vois pas à l'écran encore. Ouais. C'est Oui, le Black Lives Matter. Voilà, oui, bah oui, c'était le clin d'œil, pareil, de l'actualité, le trou noir ça m'a fait penser à ça. Très important. Un petit hommage aux victimes. Ouais. Ensuite, nous avons quelques dessins d'Agatha. Un très joli dessin, avec énormément de couleurs, un pinceau. Je ne sais pas s'il est encore visible, s'il est déjà visible par les gens du stream. Est-ce que toi tu le vois, Agatha? Oui, là, je le vois à l'écran.
Alors bon, ça rend pas forcément un truc fou, hein, parce qu'au feutre rapido, c'est pas ultra détaillé, mais je trouvais que la métaphore de la diffusion de l'encre dans l'eau avec les étoiles, c'était un beau parallèle. Alors j'ai essayé de faire un pinceau qui diluait des étoiles dans la Voie lactée. Voilà. Moi, je trouve ça très réussi. Ouais, le dessin est magnifique. Tu disais que les couleurs rendaient pas bien, mais en vrai, là, sur mon écran, franchement, c'est très très joli. Bah, au niveau de mon setup, vu que avec des feutres que j'essaye de prendre en photo, c'est un petit peu aléatoire des fois. C'est ça. Donc si les feutres sont chers, mais l'appareil photo est nul, ça marche pas, quoi. Mais ça fonctionne bien, on voit bien quand même, c'est très réussi, c'est très joli. Ensuite, on a de nouveau un dessin de Thibaut. Tout pareil, pas de J'ai couleur. tout mis sur la première conférence, la deuxième, je me repose. Maintenant, il y a plus de couleurs. Oui, j'ai mis de la couleur, oui, parce que Jean-Baptiste disait, a commencé par dire que les astronomes avaient tendance à mettre des couleurs un peu, voilà, un peu farfelues. Donc j'ai rendu hommage à ces gens-là qui nous font quand même des belles images, même si je pense que effectivement pour les spécialistes, c'est un peu des hérésies, quoi. Voilà. Bah, super. Alors, un autre dessin. C'est vrai qu'on les fait beaucoup à la chaîne, les dessins. En même temps, vous en faites trop. Oui, promis, j'en fais moins. Non, pitié. On est plus que deux pour remplir le tableau, faut y aller. Le tableau inexistant. Alors, un dernier dessin. Ah non, pas dernier en fait. Un autre dessin d'Agatha, de super télescope et le budget de la recherche. Alors, explique-nous. Ouais, en fait, je pense que c'est un peu une private joke avec moi-même. C'est juste qu'à un moment donné, du coup, Jean-Baptiste Fouvry parlait beaucoup du fait qu'un télescope, ça coûtait très cher, que des fois, il fallait trouver des alternatives pour ne pas investir beaucoup de sous dans ces télescopes. Et comme on le sait tous, le budget de la recherche n'est pas à son plus fort, on va dire ça comme ça. Je me suis dit que même le plus fort des télescopes galérait sans doute pour trouver le budget de la recherche. Eh bien, très bien. On n'a pas. Ok. Pardon, le dessin d'après m'a fait rigoler. Un dessin de Thibaut qui, je suppose, a essayé de représenter Jean-Baptiste. Ouais, alors je le vois pas bien parce que j'ai un tout petit écran, donc je suis désolé, je l'ai fait vraiment. Allez. La prochaine fois, envoyez-moi des photos des intervenants, comme ça je pourrais les caricaturer. Les yeux ont été extrêmement bien reproduits. Voilà. Je me suis dit que ça donnait le tournis quand même de voir toutes ces rotations. Alors. Ah. Une autre explosion de couleurs de la part d'Agatha. Dessin qui s'appelle Sauron. Que tu vois peut-être à présent. Oui, ça y est, il vient d'apparaître à l'écran. Désolé, il y a le petit lag. C'était surtout en référence à ce que disait Jean-Baptiste au tout début, comme quoi c'était pas le centre qui était le plus important, sauf que c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif parce que c'est le premier truc qu'on regarde quand on a une image de galaxie. Enfin, moi qui suis complètement naïve, c'est ce qui va m'attirer. Du coup, j'ai essayé de faire un peu un œil à la Sauron parce que c'est totalement contre-intuitif de ne pas regarder le centre. Voilà. Okay. Qui fait coucou et qui dit je te vois. Ah, c'est le centre qui dit je te vois, effectivement. Voilà. Et on termine sur un dernier dessin de Thibaut, dernier pour cette conf. Avec un trou noir qui se bat avec, je suppose, une étoile en rotation autour d'elle. Voilà, oui. Qui a une énorme tapette à mouche, voilà. Cette saison, je me disais. Cette saison. Qui dit je vais la voir, ce petit con. Qui va l'exploser. Et si elle s'approche trop près. Si elle s'approche trop près. Et super. Merci beaucoup à tous les deux. Vous avez fait énormément de dessins qui étaient vraiment très sympas, tous. Merci à Jean-Baptiste, c'était très intéressant. Ouais, une très belle conf. Oui, merci, c'était chouette.